Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Diagonale, l'émission qui vous transporte au cœur de la transformation digitale. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la cybersécurité des entreprises. Les risques de cyberattaques sont plus réels que jamais. L'actualité est désormais rythmée par des hacks à grande échelle, des piratages qui touchent les entreprises aux quatre coins du monde. Espionnage industriel, vol de données personnelles, extorsion de rançon. La liste des menaces est hélas relativement longue. Dans ce contexte, les entreprises ont tout de même la volonté de rester agiles et de poursuivre leur transition digitale. La flexibilité passe par une ouverture toujours plus grande du système informatique. Alors pour résoudre cette équation complexe entre agilité et cybersécurité, les initiatives se multiplient, témoignant d'une forte capacité d'innovation. Je pense notamment au reverse engineering, à la sécurité en natif, à l'authentification biométrique ou encore à la géolocalisation. Mais cela suffira-t-il ? Comment faire pour continuer à répondre aux besoins d'ultra-connectivité tout en ne sacrifiant rien à la sécurité ? Comment les entreprises s'organisent-elles pour parer à cette menace ? J'ai invité 3 experts en cybersécurité pour en parler. 3 experts autour de la table, 3 profils très différents pour nous éclairer sur ce sujet complexe et nous apporter des éléments de réponse. Tout d'abord, Cathy Rosalie Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, vous êtes associée du cabinet Bird & Bird, un des cabinets européens les plus reconnus pour son expertise IT. Vous êtes notamment spécialiste des questions juridiques liées à la cybersécurité, à la protection des données. Vous accompagnez une clientèle très variée en Europe, mais aussi en Afrique francophone. Alain Bouillet est également avec nous, bonjour. Bonjour. Alain, vous nous donnerez plutôt le point de vue des entreprises. Vous êtes RSSI d'un grand groupe financier et vous êtes aussi et surtout le président du CESIN, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, un organisme qui regroupe les experts en cybersécurité de très nombreux grands groupes. Également avec nous aujourd'hui, Nicolas Arpagian, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de cyberdéfense en tant qu'observateur, mais aussi aux côtés des entreprises. Vous êtes à la fois directeur scientifique du cycle sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et directeur stratégie et affaires publiques d'Orange Cyberdéfense. Vous avez par ailleurs publié plusieurs essais sur le sujet, dont un, la cybersécurité, qui doit ressortir en février 2018. Je vous remercie à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation et nous allons commencer notre débat tout de suite. Et pour lancer cet échange, je voudrais vous poser une question à chacun. Je commence avec vous, Nicolas Arpagian. Est-ce que, selon vous, on assiste réellement à une explosion des menaces qui pèsent sur les entreprises ? Ou est-ce que ce n'est pas tout simplement un simple effet d'exposition ? Alors, effectivement, on constate déjà 2 phénomènes. C'est la numérisation de l'activité des administrations, des entreprises, des collectivités et surtout des usages également des particuliers. Donc, il est logique qu'en parallèle, l'activité criminelle également se numérise, comme toutes les activités humaines. Et la deuxième particularité, c'est qu'on mesure, on est plus attentif à cet état d'insécurité. Et donc, ce qui fait qu'on dispose maintenant de plus en plus d'informations. Et comme on a vocation pour une certaine part à les rendre publics, évidemment, le phénomène devient très concret et occupe, comme vous l'avez indiqué, l'actualité désormais dans le domaine géopolitique, mais également dans celui des entreprises et des citoyens que nous sommes. Effectivement. Alain Bouillet, quelles peuvent être les principales conséquences de ces cyberattaques concrètement ? Quels sont les risques ? On l'a vu avec des attaques récentes. Ça peut être absolument dramatique pour une entreprise qui peut être amené à revenir à la gomme et au crayon. Je pense évidemment à Saint-Gobain, qui n'avait pourtant pas démérité en matière de sécurisation, j'imagine, de son système d'information, mais qui a subi cette attaque, qui a complètement paralysé l'entreprise pendant plusieurs semaines, ce qui remet en cause, du coup, l'ensemble des plans de continuité des entreprises en matière informatique, parce qu'on voit bien que ces attaques de plus en plus virulentes peuvent également avoir un effet non seulement sur la production, mais en plus sur le secours qui ne fonctionne plus dans des cas comme ceux-là. D'accord. Cathy Rosalie Joly, est-ce que les entreprises ont vraiment, les entreprises victimes, est-ce qu'elles ont vraiment à l'heure actuelle les moyens juridiques pour se protéger ou pas encore ? Alors c'est une évolution de la criminalité. On attaquait auparavant les diligences. Aujourd'hui, on attaque les systèmes d'information parce que c'est là que sont les valeurs. Pour autant, est-ce que ça modifie complètement l'acte sous-jacent criminel ? Non, on reste dans des attaques. Alors évidemment, la réglementation depuis longtemps permet de poursuivre ce type d'infraction, tant au niveau de l'escroquerie, du vol. Donc il y a déjà un arsenal réglementaire. Quand on parle d'atteinte cybercriminelle, il ne faut pas croire que c'est une infraction spécifique.
spécifique. C'est souvent le concours de plusieurs infractions qui sont répréhendées par le code pénal et qui vont permettre de sanctionner les hackers, comme on les appelle. Maintenant, la difficulté va être parfois la mise en œuvre, puisque ce qui est compliqué, c'est d'arriver à collecter la preuve de cette infraction pour pouvoir lancer les investigations et identifier in fine un responsable. Merci Cathy Rosalie, et nous allons évidemment prendre le temps de développer toutes ces questions tous ensemble. Mais avant, je vous propose de retrouver un micro-trottoir réalisé par les Éco-Publishing. Vous allez le voir, il est assez riche d'enseignements. Yann Guillot nous a rejoint. Bonjour Yann. Bonjour Fred. Alors, les sujets que nous traitons sont bien connus des spécialistes, mais on a trouvé intéressant d'aller prendre la température dans la rue auprès de professionnels, histoire de mesurer et de connaître leur degré de connaissance du sujet. Tout à fait, parce qu'après les attaques de l'été dernier, on se dit que tout le monde au sein des entreprises aujourd'hui devrait avoir peur du cybercrime. Parce qu'une cyberattaque, ça peut avoir des conséquences très très lourdes. Données stratégiques volées, systèmes informatiques bloqués, identités usurpées, et bien d'autres. Alors on est allé à la rencontre des professionnels, comme tu le disais, pour voir si la cybercriminalité, c'est quelque chose auquel ils pensent tous les jours. À l'esprit, non, j'y pense pas trop. Je sais que ça existe, mais j'y pense pas trop. Ils n'y pensent pas trop, mais est-ce qu'ils ont peur au moins ? Peur, non, ça m'empêche pas de dormir. Par contre, ça me préoccupe. Alors en les écoutant, on se dit très vite qu'il y a encore un gros travail de pédagogie à faire. Écoutez leurs réponses quand on les interroge également sur les conséquences possibles d'une cyberattaque. C'est clair pour eux ? Très flou. Ok. Ah, il n'y a vraiment pas d'autre idée ? Non, pas vraiment. Après, j'imagine qu'on peut perdre beaucoup de choses. Ah, c'est un début, mais encore. Va guider, effectivement, de plus pouvoir qu'on nous prenne nos fichiers, plus pouvoir accéder à nos outils. Ouais. Bon, c'est pas mal, mais c'est laborieux, c'est déjà ça. Globalement, on peut donc dire qu'ils ont quand même une vague idée du danger qui les guette. Mais alors, sont-ils prudents pour autant ? Pas du tout. Je suis d'un optimisme débordant. Voilà. Okay. C'est une bonne raison. Cette dame, elle avance d'autres raisons pour ne rien faire. Est-ce que je fais attention ? Non, à vrai dire, non. Non, parce que l'idée de l'attaque, c'est effectivement, elle est pas du tout, comment dirais-je, anticipée. Enfin, on ne sait pas quand on va l'être. Donc après, puis sous quelle forme, je ne sais pas en fait. Effectivement, elle ne sait pas. Je vous le disais qu'il reste beaucoup de pédagogie à faire. Pourtant, à l'heure du travail nomade, de la connectivité, on se dit que les collaborateurs le savent qu'il faut faire très attention à leur ordinateur, non ? Pas du tout. J'ai mon ordinateur de travail que j'emporte partout avec moi. Je travaille dans le train, etc. Et je fais pas du tout gaffe à ça. Et j'ai pas changé mon mot de passe depuis le mot de passe qu'on m'a donné au début. Non, bon, faut avouer, est à moitié pardonné, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans la même situation que cette dame, donc on ne lui jettera pas la pierre. Mais j'arrête là, je vais vous donner des cauchemars autour de la table avec ces professionnels qui s'expriment. Mais je vous rassure, on en a rencontré quand même quelques-uns qui étaient un petit peu plus prudents. Mais on a en droit de se demander pourquoi quand même ce laxisme relatif qui semble assez généralisé auprès des professionnels. Eh bien ça va vous faire plaisir, c'est parce qu'ils font confiance à leur DSI et RSSI. Moi, je me pose pas du tout ces questions-là. Dans notre entreprise, on a quelqu'un qui s'occupe de l'informatique et du coup, on lui délègue complètement cette fonction-là, en fait. La DSI, justement, dont on a rencontré un représentant qui, lui, est beaucoup plus au courant de ces questions que ses petits camarades, comme vous allez l'entendre. Oui, moi je travaille dans une DSI d'entreprise, donc je suis extrêmement sensible à ces sujets-là et on est en plus une entreprise très exposée. Alors profitons de l'avoir sous la main pour savoir quels sont les challenges en matière de cybersécurité auxquels ils sont confrontés. En fait, on a deux facteurs de risque qui sont importants pour nous. Il y a d'une part les attaques de l'extérieur. Donc c'est comment on renforce le monitoring en fait, de nos différentes applications exposées pour éviter les robots ou les attaques et surtout la sensibilisation des collaborateurs. Ça, c'est essentiel. Ah, essentiel, ça oui, on l'a entendu. Mais alors comment s'y prennent-ils pour sensibiliser et évangéliser en interne ? À la base, on a déjà une charte, une étiquette en fait en interne, avec une charte de bonne conduite, on rappelle. Et puis de temps en temps aussi, on a des rappels à l'ordre. C'est par à coup en fait. C'est en réaction à certaines attaques où on sensibilise un peu plus les gens. Quand on a eu les attaques avec des pièces jointes vérolées, là on a fait une grande campagne de sensibilisation et là le jeton descend. Les gens se sentent plus concernés. Alors, comment faire pour que le jeton descende, justement, pour que les collaborateurs se sentent concernés par ces questions ? Faut-il renforcer les efforts de formation ? La sécurité peut-elle être la seule affaire de la DSI ? Autant de questions auxquelles, je le pense, vous aurez des éléments de réponse très intéressants à nous apporter. Merci beaucoup Yann. Et effectivement, on voit qu'il reste du chemin à parcourir encore pour généraliser la sensibilisation aux questions de cybersécurité. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission avec notre reportage.
Et un point important pour commencer ce débat, qui est à l'origine de la menace? Est-ce qu'on a déjà identifié les groupes de hackers les plus puissants? Puis surtout, qui est-ce qui se cache derrière? Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer à répondre à cette question? Nicolas Arpagian. Ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, on a une pluralité d'acteurs. Pourquoi ? Parce que avant, quand vous comptiez mener des activités criminelles, il fallait soi-même être un criminel ou en connaître de manière à conduire des opérations offensives dans la vie tout à fait concrète et matérielle. Avec le numérique, en fait, on va s'apercevoir que les séquences existent entre, par exemple, celui qui va créer un logiciel malveillant, celui qui va exploiter ce logiciel malveillant et celui qui va commanditer l'usage de ce logiciel malveillant. Donc vous voyez bien qu'on a une espèce de découpage de ces différentes activités qui fait que ça va être compliqué de mener des investigations, c'est-à-dire que celui qui va commettre l'acte n'est pas forcément ni le commanditaire, ni le bénéficiaire de l'opération. Donc on va s'apercevoir qu'il y a donc une pluralité d'acteurs, soit des individus isolés à des fins militantes, idéologiques, ou en tout cas des contentieux qu'ils entretiennent avec une entreprise, avec une collectivité. On peut parler de cavoyous, de crimes organisés. Alors ça, c'est non. Au contraire, là déjà, c'est un individu qui, dans une démarche militante ou politique, va essayer justement de déstabiliser une organisation. Et ça, c'est vraiment l'incarnation de qu'on qualifie de l'attaque asymétrique, c'est-à-dire qu'un individu isolé ou un petit groupe est capable de s'attaquer à une entité institutionnelle établie, une entreprise, un État ou en tout cas une puissance beaucoup plus dotée de ressources. Et ensuite, on a évidemment des entreprises qui peuvent également quand même mener des attaques, là aussi en sollicitant des prestataires, et également, comme vous l'indiquiez, des États ou des organisations criminelles qui, elles, peuvent viser soit du renseignement économique ou du renseignement diplomatique. On va avoir toute la palette des gens qui ont intérêt à exploiter l'information détenue par des tiers et ou également à essayer de voler des éléments concernant justement les données financières ou des identités pour permettre plus tard, par exemple, des usurpations d'identité et mener encore des opérations par rebond qui auront éventuellement d'ailleurs des déclinaisons dans la vie très physique. Ça, on voit que c'est effectivement extrêmement complexe et extrêmement vaste. On sait aussi que la France est revenue depuis quelques années dans le top 10 des pays où la cybercriminalité est le plus importante. Pourquoi est-ce que la France est particulièrement menacée, Cathy Rosalie-Joly ? La France particulièrement menacée, je crois que c'est le monde qui est aujourd'hui particulièrement menacé, parce que comme le disait Nicolas, si effectivement il y a de plus en plus d'outils disponibles à tout à chacun, il y a aussi des fraudes, et c'est très bien illustré avec le témoignage précédent, des fraudes très simples. La fraude au président, ça ne nécessite pas une ingénierie technique, des connaissances informatiques extrêmement poussées. Il faut rappeler en deux mots, c'est lorsque quelqu'un se fait passer pour le président de l'entreprise en appelant la comptabilité, par exemple. Tout à fait, c'est toutes les affaires dont on a entendu parler dans la presse, où finalement, en utilisant les informations disponibles par exemple sur les réseaux sociaux, on va avoir un certain nombre d'informations sur la société, sur ses dirigeants, sur les services financiers, et on va pouvoir se faire passer pour le président auprès de son comptable, de son directeur financier, pour lui demander, en urgence évidemment, parce qu'on est toujours en urgence quand il s'agit de signer des business à l'étranger, de procéder à un virement de montant important qui va être donc effectué en mettant la personne sous stress, parce qu'elle n'a pas ce recul suffisant, c'est ce qu'on disait dans le reportage, de savoir qu'elle est l'objet elle-même d'un maillon de sécurité de l'entreprise, donc elle ne prend pas le recul, elle ne vérifie pas, elle procède au virement et l'argent est parti dans la nature. Et c'est très compliqué de le récupérer. Et pour ça, il ne faut pas nécessairement utiliser des outils technologiques ou recourir à des hackers très... Et ça, c'est finalement l'arnaque la plus simple, mais qui fait quand même que plusieurs PME mettent la clé sous la porte après des choses comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Quels ont été les changements finalement dans les systèmes d'information des entreprises ? Est-ce que ce sont ces changements qui ont pu créer une vulnérabilité plus importante, Alain Bouillet ? On vit un paradoxe assez intéressant en ce moment, c'est que on parle de digitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire, digitaliser ? Ça veut dire, en fait, en matière de système d'information, ouvrir grand les portes et les fenêtres du système d'information de l'entreprise. Ça veut dire concrètement que vos données, vous ne savez plus trop où elles sont. Vous avez contracté avec des fournisseurs dans le cloud, des services dans le cloud, et des fournisseurs qui ne savent pas trop vous dire in fine, où vont être vos données. Donc vous avez un périmètre de système d'information de l'entreprise qui devient complètement
impossible à maîtriser. On n'est plus capable de bâtir ce qu'on bâtissait avant, c'est-à-dire des systèmes de protection bien autour d'un centre informatique bien déterminé. Là, vos données, elles sont dispersées aux quatre coins du monde. Et du coup, l'autre part du paradoxe, c'est que pendant ce temps-là, la cybercriminalité s'organise. Elle est beaucoup mieux organisée que les entreprises parce qu'elle collabore. Il y a beaucoup de digitalisation aussi dans cette criminalité. Et on avait pour habitude de regarder un petit peu les motivations des attaquants. Il est vrai que quand on est une entreprise, la motivation principale, ça va être on va dire une entreprise financière, ça va être les aspects lucratifs. C'est-à-dire, on vous demande une rançon, on vous vole des données, on essaye de les revendre, etc. Il y a les aspects idéologiques qu'il faut pas oublier, puisqu'on l'a vu dans les élections, à la fois américaines et françaises, ça peut avoir un impact, y compris sur les résultats. Et puis, il y a les menaces étatiques, c'est-à-dire des États qui, plutôt que de s'envoyer des bombes à travers la figure, vont effectivement s'attaquer, et on l'a vu avec l'Estonie, parce que c'est probablement un des pays les plus informatisés qu'il soit. Arrêter un pays maintenant qui est très informatisé, il suffit d'arrêter ces systèmes pour le paralyser. Alors là où ça devient compliqué, c'est qu'on se disait, bon, en tant qu'entreprise, l'attaque des Russes contre l'Estonie ou les sujets d'élections américaines, ça nous échappe un peu. Maintenant, on voit des recoupements dans tout ça. C'est-à-dire qu'on voit des attaques qui sont entre États, qui ont des répercussions. Les NotPetya, par exemple, de l'été dernier, c'était vraiment, enfin, à notre sens, des dégâts collatéraux d'attaques entre États. Donc ça devient bien évidemment excessivement compliqué de protéger l'entreprise par des mesures de prévention, sensibiliser les gens, on l'a vu dans le reportage, il y a encore un peu de travail, de protéger. Il faut évidemment savoir ce qu'on veut protéger et peut-être bien identifier les joyaux de la couronne et se concentrer là-dessus. Mais du coup, il faut aussi pouvoir détecter. Et c'est ça le plus difficile. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. C'est comment faire pour se protéger face à cette montée de menaces ? Comment on fait concrètement pour se protéger, Nicolas En fait, il faut déjà savoir, comme disait Alain Bouillet, savoir ce que l'on veut protéger. Oui. Lorsqu'on évoque cette numérisation de l'activité économique, il faut se poser la question, en fait, de proportionner, puisque on voit bien qu'avec la numérisation, on gagne à partager des informations. On a des sous-traitants, on a des partenaires, on a de la coproduction avec des entreprises qui, à un moment, vont partager une partie de nos données et participer à la création de valeur. Et ça, c'est toute la démarche positive, constructive de la transformation numérique qu'il ne s'agit pas de remettre en cause. Okay. Par contre, on va faire justement une espèce d'évaluation préalable, de se dire, mais quels sont les actifs essentiels que je dois protéger ? Quels sont les actifs qui méritent le plus haut niveau de protection ? Quels sont ceux que je peux partager, quels sont ceux que je peux d'ailleurs laisser même en libre accès, et ainsi on va proportionner le niveau de sécurité à ce qu'il convient de protéger. Parce que si on imposait un niveau de sécurité trop élevé pour l'ensemble des activités, il y aurait une espèce de cadenassage. On ne peut plus être agile. Exactement. Et donc ce serait complètement, déjà ce serait très coûteux, contre-productif, et les utilisateurs passeraient leur temps et leur imagination à trouver des moyens de contournement. On m'interdit de envoyer des fichiers trop volumineux, très bien, je vais passer par tel ou tel grand service, Dropbox et autres, qu'il est effectivement n'assure pas la confidentialité des fichiers qui lui sont confiés. Je vais utiliser pléthore de clés USB avec tous les caractéristiques possibles d'infection que représentent ces supports mobiles. Et donc on voit bien que la seule application d'une règle contraignante de sécurité ne peut pas garantir le niveau de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, comme on disait que les moyens d'attaque se sont consumérisés, ils ne se sont pas démocratisés, parce que ce serait peut-être un peu trop valorisant de parler là de démocratisation, mais ils se sont consumérisés, les moyens de contournement existent aussi de manière assez simple, parce que effectivement, chacun va essayer de bricoler son usage de par l'expérience qu'il a à la maison, notamment avec son équipement. Et donc il est important d'avoir cette cartographie, comprendre quelles sont les données qui méritent le plus haut niveau de protection, et à ce moment-là d'être contraignant pour ces données-là, parce qu'elles sont le cœur de la transformation numérique, et par contre voir celles qui méritent, par exemple, ce statut peut évoluer, il s'avère que des données avec le temps peuvent perdre de leur caractère précieux, et au contraire, à partir d'un moment, changer de statut en quelque sorte, et mériter d'être partagées. Et donc il est important d'avoir une vraie réflexion stratégique sur quelles sont mes données et quel est leur niveau de criticité.
D'accord, parce qu'effectivement, je vous entends, hein, j'entends parler de paradoxe, j'ai l'impression effectivement qu'il y a une espèce d'équation un petit peu impossible entre l'agilité et la sécurité. Alors, je reviens vers vous, Cathy Roselli-Joly. Quels sont vraiment les moyens concrets dont disposent les entreprises pour se protéger de ces cyberattaques, et en quoi est-ce que leur responsabilité est engagée aussi ? Alors, effectivement, ça a été très bien évoqué par Alain et Nicolas précédemment, concernant le fait qu'en fait, on a un système d'information qui est étendu. C'était très facile quand on avait tout dans une salle serveur. Maintenant, on a les objets connectés, on a le cloud, on a différents intervenants prestataires qui vont avoir un rôle dans le cadre du plan sécurité qui va être mis au sein de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, il est important d'identifier effectivement, comme ça a été dit, les joyaux de la couronne, et puis de le décliner contractuellement en obligations réelles, concrètes, que l'on va suivre, que l'on va monitorer au quotidien. Il faut sensibiliser les collaborateurs aussi. Il faut sensibiliser les collaborateurs. Donc là, on va parler de l'interne, mais déjà pour tout ce qui est externe, donc échange de prestations, il va falloir prévoir dans ces contrats de sous-traitance un certain nombre de clauses qui vont permettre à l'entreprise de s'assurer que son sous-traitant a mis en place des obligations de sécurité suffisantes, puisque c'est un maillon de son propre système d'information. Donc ça doit être encadré et contrôlé. Il ne suffit pas d'avoir mis une jolie clause, même si les juristes apprécient beaucoup, évidemment, de passer beaucoup de temps à écrire cette clause, mais derrière, c'est évidemment pour qu'elle soit quand même mise en œuvre et suivie. Donc d'avoir des informations quotidiennes, des possibilités d'audit sur place, le cas échéant, suivant les niveaux de risque. En interne, la formation, bien sûr, d'abord, et puis contrôler ce qui est mis en place, sous respect, bien sûr, des dispositions applicables en matière de protection de la vie privée et de données personnelles, que l'on garde quand même un petit peu aussi au sein des entreprises. Et puis vous disiez se protéger, mais on est également responsable, on a l'obligation d'assurer la sécurité des données qui sont confiées par vos clients, par les salariés, les données financières qui ont évidemment une importance en matière de cyber-risque extrêmement élevé. Et donc dans ce cadre-là, les entreprises ont l'obligation, en vertu de la réglementation données personnelles, qui va évoluer avec le règlement sur les données personnelles qui va entrer en vigueur en mai 2018, de sécuriser le système d'information, de mettre en place des mesures qui garantissent la sécurisation de ces données, donc qu'il n'y aura pas de fuite. S'il y a une fuite de données à l'occasion d'une cyberattaque ou une fuite par malveillance, des obligations de notification des autorités, mais également des utilisateurs, des titulaires de ces données, si effectivement les données peuvent être réutilisées, et donc c'est par exemple des données personnelles en clair. Mais au-delà de ces obligations en matière de données personnelles, on a des obligations complémentaires suivant les secteurs. On parlait du secteur financier. Il y a d'autres corps de règles qui trouvent à s'appliquer, qui là aussi vont imposer des obligations en matière de sécurité du système d'information et de notification. Donc l'entreprise se trouve aujourd'hui avec des obligations extrêmement lourdes pour lui permettre aussi de sécuriser les données et de se protéger contre ces cyberattaques, un peu malgré elle aussi, il faut le dire, mais qui est parfois complexe à mettre en œuvre, parce que si le règlement sur les données personnelles, il ne fait aucun doute que tout le monde va devoir le respecter, l'appliquer, ça devient plus compliqué quand on rajoute des exigences sectorielles suivant le type d'activité de l'entreprise, qui peut se retrouver à devoir notifier des fuites d'informations différentes à 3 ou 4 autorités différentes. Donc en interne, ça implique évidemment d'avoir mis en place des procédures et d'être au clair sur ce qui doit être déclaré ou non et à qui. Ça va avoir toute une organisation ad hoc. Effectivement, on va continuer à creuser effectivement ces questions. Mais alors, une réponse en 2 mots, Alain Bouillet, puisque vous êtes RSSI d'un grand groupe financier, je le disais au début de l'émission. Vraiment en 2 mots, est-ce qu'on peut sécuriser un réseau à 100% ? Oui, absolument pas. Voilà. C'est impossible. Ça fait 2 mots. Oui, voilà. Absolument pas, c'est parfait. Ça répond à ma question. Ça devient, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça devient extrêmement compliqué. La sécurité à 100%, même dans des environnements très maîtrisés, était impossible à envisager. Donc il est évident maintenant qu'il faut choisir ses batailles, choisir effectivement les données qu'il va falloir protéger et réaliser, je dirais, un ensemble cohérent entre prévention, on sensibilise les utilisateurs, protection, on met des systèmes tout de même en place, même s'ils sont perfectibles, et puis détection, parce qu'il faut être capable de savoir si on a été attaqué ou pas. Il n'y a rien de pire que d'être attaqué et de ne pas le savoir. Et puis, réaction, si on a été attaqué, on fait quoi ? Et dans la réaction, on a découvert là, cet été,
qu'il fallait rajouter peut-être un autre aspect, qui est la reconstruction. Parce que quand le système d'information est détruit, il faut avoir effectivement la capacité de pouvoir le reconstruire. Et on a vu que ce n'était pas évident pour un certain nombre de victimes. Et la base, je reprends votre expression qui était très claire de tout à l'heure, finalement, c'est le tout début, c'est identifier quels sont les joyaux de la couronne. Qu'est-ce qu'il faut protéger dans chaque entreprise. Avant de poursuivre cette discussion, messieurs, madame, passionnante et enrichissante au demeurant, je vous propose de regarder un court reportage face aux dangers stratégiques que représente la cybercriminalité, autant pour les opérateurs stratégiques que pour les PME d'ailleurs, c'est important. Le gouvernement a décidé d'agir. Alors il a créé un organisme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr avec une triple mission. Venir en aide aux victimes, faire de la sensibilisation, c'est un petit peu ce que vous recommandiez d'ailleurs, tous, et créer un observatoire pour mesurer la cybercriminalité en France. Je propose de regarder maintenant le reportage des Échos Publishing. L'État a décidé à peu près vers 2015 de mettre en place un dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. L'État connaît très bien l'état de la menace aujourd'hui sur les entreprises de type opérateurs d'importance vitale, nos OIV et puis les grandes administrations. Et l'État sait très bien les protéger à travers donc l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Maintenant, pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, on ne sait pas les protéger, on n'a pas eu d'action très importante en termes de sensibilisation, et puis on ne connaît pas l'état de la menace, on ne sait pas quels sont les types d'attaques qu'elles peuvent vivre, à quelle fréquence. 10% des PME françaises qui s'arrêtent sur un problème cyber, c'est un problème de sécurité nationale. D'où la nécessité de créer un dispositif qui réponde à ces trois missions, donc d'assistance pour les victimes, de sensibilisation et puis l'observateur de la menace. Alors, la première des actions concrètes que nous avons menées depuis la création du GIP, donc en mars de cette année, est la mise en ligne d'une plateforme de mise en relation victime-prestataire, une plateforme qui dispose également de contenu de sensibilisation. Alors pourquoi c'est important aujourd'hui de sensibiliser le grand public, c'est que l'équipement informatique en entreprise, dans les foyers, est quand même relativement récent, quand on regarde il y a 10-20 ans. Comme souvent, la sécurité a été mise au deuxième plan. Il fallait aller vite, il fallait gagner du temps, il fallait s'équiper, il fallait former ses personnels. Il y a encore très peu de temps, c'était absolument pas choquant que les mots de passe soient sur des post-it. Aujourd'hui, on est vraiment... parce qu'on a des téléphones qui sont dits intelligents et que ce sont des vrais ordinateurs, il est vraiment temps que ces règles d'hygiène soient transmises à la majorité de notre population. Quand vous avez une machine qui n'est pas à jour, elle peut être relais d'attaque. Vous avez un virus qui va aller sur votre machine parce que vous allez cliquer sur un lien, et puis votre machine va faire partie d'un réseau de botnet et va être le relais d'attaque elle-même. Donc c'est important pour l'utilisateur, je dirais, mais c'est aussi important pour les autres. Alerte, l'ordinateur est désormais bloqué par un virus. Si vous n'êtes pas sûr de l'expéditeur, ne cliquez pas sur les liens et n'ouvrez pas les pièces jointes. Il est temps qu'en 2017 ou début 2018, on puisse passer à l'étape supplémentaire. Alors, il y a vraiment une inégalité, effectivement, entre les PME et les grands groupes, parce qu'elles ont un service informatique interne, une DSI, mais il y a aussi et surtout, je pense, la prise de conscience du dirigeant. On a des PME qui sont extrêmement bien sécurisées parce que le dirigeant a considéré que son fichier client, son outil de production avait vraiment de la valeur et qu'il fallait les protéger. On en a d'autres qui n'ont pas pris conscience, évidemment, de la nécessité de se protéger par des outils. C'est très bien les outils, mais peut-être aussi par la sensibilisation de ses collaborateurs. Ne pas ouvrir des pièces jointes, ne pas partager son mot de passe, ne pas travailler en mode utilisateur. Le risque, il existe pour tous. Une PME peut être victime d'attaques de masse. À l'opposé, les plus grosses entreprises peuvent être victimes d'attaques plus ciblées. Maintenant, le risque, il existera encore demain. La menace sera différente. On parle beaucoup d'objets connectés. Aujourd'hui, on a une menace qui porte sur nos PME. Demain, je pense que cette menace sera différente parce qu'il y aura beaucoup plus de choses à travers donc, ces fameux objets connectés qui permettront d'attaquer ces PME, voire ces particuliers ou ces entreprises. Alors on le voit, l'État s'engage aux côtés des grandes entreprises, des grands groupes, également des PME. C'est a priori, on le pense, on l'espère, plutôt une bonne chose. Et comme c'était expliqué à la fin du reportage, les objets connectés en particulier ont l'air de représenter un vrai danger, une vraie bombe à retardement, on peut dire ça, Nicolas Arpajon ? Alors en fait, c'est surtout une démultiplication des moyens de connexion. C'est-à-dire que ces petits outils qui peuvent être d'un capteur qui va servir par exemple à prendre la température dans une pièce, à une caméra qui va juste être connectée en Wi-Fi et envoyer des informations,
d'information, jusqu'à certains automates mis de longue date dans des équipements industriels. En fait, on va démultiplier les outils qui vont se connecter au système d'information et soit envoyer des informations, soit, le cas échéant, en recevoir. Donc, on va démultiplier les points d'accès. C'est ça, voilà. Voilà, la seule chose, c'est que quand on évoquait tout à l'heure la difficulté de déterminer le périmètre du système d'information de l'entreprise, et puis surtout, qui sont les utilisateurs, quelles sont les entités, les outils qui se connectent, avec quels droits, avec quel pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent consulter des données, est-ce qu'ils peuvent éventuellement modifier des données, est-ce qu'ils peuvent, le cas échéant, exporter, c'est-à-dire sortir du réseau des informations, voire détruire des informations. La difficulté, c'est que souvent, une des qualités de ces objets connectés, c'est justement leur facilité d'utilisation. Le côté plug and play, je les branche et ils fonctionnent. Et c'est vrai que les constructeurs de ces équipements ont souvent, mis de côté la question de la sécurité parce qu'elle venait rajouter une couche qui, disait-il, complexifiait leur outil, n'était pas un élément différenciateur en termes commercial, et puis ils transféraient volontiers, par exemple, quand il faut paramétrer, ils n'ont pas posé comme condition nécessaire le paramétrage préalable de la machine pour qu'elle puisse servir. En clair, les gens sortent de la boîte la petite caméra connectée, plantent un clou, la fixent au mur, paramètrent, enfin en tout cas appairent de manière à ce que la connexion Wi-Fi fonctionne, et hop, ça y est, elle est opérante. Et donc on voit bien que c'est des démultiplications, mais qui n'ont pas été nourries de la préoccupation de sécurité. C'est là où effectivement ça peut contribuer à créer un risque supplémentaire. Ça, on le voit d'un point de vue user experience, comme on le dit, c'est effectivement très pratique. Moi, je suis le premier à m'en satisfaire, mais Alain Bouillet, vous qui êtes RSSI, c'est inquiétant pour vous. Est-ce que vous avez des solutions performantes pour vous protéger avec l'Internet des objets qui prend de plus en plus d'importance ? Les objets connectés, déjà, c'est objets connectés. Connectés à quoi ? Connectés à Internet. D'accord. Donc ça veut dire que vous créez avec ces objets-là des liaisons, effectivement, avec le monde Internet, et du coup, on voit la particularité, enfin en tout cas le point commun de tous ces objets connectés. Je ne parle pas des gros objets, les voitures autonomes, les avions deviennent des objets connectés aussi, mais ceux-là, on les a quand même un petit peu sécurisés, pas de manière encore totalement satisfaisante, je pense aux voitures autonomes, mais les autres, le point commun, c'est qu'ils ne sont pas sécurisés et parfois même pas sécurisables. Quand vous voyez par exemple l'attaque qui a eu lieu fin 2016, où des caméras de surveillance avaient été prises d'assaut par un réseau, en fait, dont l'objectif de l'attaque, c'était de mettre Internet par terre, et ça a été le cas sur la côte ouest des États-Unis, les caméras en question avaient un mot de passe administrateur par défaut, et il n'y avait même pas l'interface qui était prévue pour le changer. Donc autant vous dire que toutes les caméras, les millions de caméras de cette marque-là qui ont été pris d'assaut, c'était pratiquement un jeu d'enfant. Donc évidemment, dans l'entreprise, on va se retrouver avec des situations d'élargissement du périmètre du RSSI. Le RSSI, avant, il s'occupait, grosso modo, de sécuriser l'informatique de gestion, l'informatique cœur de l'entreprise. Maintenant, l'immeuble dans lequel les salariés vont travailler va être un immeuble connecté. Et donc tous ces objets-là qui vont de l'écran d'accueil dans le hall au capteur de température, on a beaucoup d'exigences en termes de développement durable maintenant dans les bâtiments, donc on est obligé de mesurer plein de choses. Tout ça est connecté effectivement au réseau, et au réseau de quoi ? De l'entreprise. Du coup, ce doux mélange évidemment entre ces objets encore une fois difficilement sécurisable, et l'informatique de l'entreprise, il faut absolument arriver à cloisonner et ne pas tout mélanger, parce que du coup, on voit bien que ces portes d'entrée-là ne font que multiplier les risques d'attaque dans les entreprises. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'objets connectés à l'horizon 2020, c'est demain. Et donc ces objets-là, ils vont être partout, et encore une fois connectés au réseau Internet et donc aux entreprises. Encore rien, oui, c'est l'absence de cloison qui crée les risques, le danger. Je me retourne vers la juriste, Cathy Roselli-Julie, vous êtes avocate spécialiste de ces questions, on l'a dit. Je crois qu'il y a un projet d'amélioration de la législation au niveau européen qui est en cours.
Alors, depuis quelques années, il y a un certain nombre de réglementations et de prises de conscience qui sont prises au niveau national et européen, bien sûr, avec un plan cybersécurité. Mais déjà, avec l'entrée en vigueur en mai 2018 du règlement sur les données personnelles, il y a une prise en compte des risques spécifiques des IoT, des objets connectés, puisqu'on introduit dans les réglementations une notion de privacy by design. Donc, les entreprises utilisatrices, les fournisseurs doivent réfléchir justement en amont à comment sécuriser les données qui sont traitées par ces outils. Donc il y a des évolutions. Demain, la caméra de vidéo qui par défaut a un mot de passe admin applicable à l'ensemble normalement, ça ne devrait plus être possible. Et en tout cas, si c'était mis en place, ça serait sanctionné. Au-delà de ces protections qui concernent les données personnelles en tant que telles, donc qui couvre quand même déjà des données extrêmement larges, puisque c'est des données nominatives ou indirectement nominatives. Donc évidemment, mon nom, prénom, mon numéro de compte bancaire, mon numéro de carte bancaire sont des données nominatives, indirectement nominatives, des données personnelles. Mais en plus de ces dispositions-là, au niveau européen, il y a un projet de règlement qui a été publié en septembre, qui vise justement à définir des règles spécifiques pour toutes les données qui ne sont pas nominatives. Donc ça veut dire qu'il en reste déjà des données qui ne sont pas nominatives, sur lesquelles on va appliquer là aussi des obligations de transparence, de portabilité, de savoir où sont localisées les données, puisqu'on disait tout à l'heure que c'est un gros sujet. Donc on voit bien que la réglementation dans son ensemble va, à volonté en tout cas, à très largement appréhender ce risque cyber, avec également l'évolution de l'ENISA, donc, qui est une entité au niveau européen chargée de définir les grandes orientations et les normes en matière de cybersécurité, va voir, elle aussi, ses pouvoirs renforcés dans le cadre des projets en discussion au niveau européen, la normalisation, la certification, par exemple, des appareils pouvant et des solutions de sécurité étant, là aussi, un moyen pour les entreprises de s'assurer qu'elles utilisent des outils compliant, conformes aux exigences en matière de cybersécurité. Alors ça, c'est ce qui est en cours. Et vous trois, en tant que professionnels, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas encore prévues, pas encore organisées par l'Union européenne ou les autres instances gouvernementales, que vous attendez? Quels sont les prochains horizons pour vous de la cyberdéfense? Quels sont vos besoins concrets? Déjà, je crois que ce qui vient d'être évoqué à propos des autres données est une bonne nouvelle, parce que le GDPR, on a mis effectivement un projecteur sur les données à caractère personnel. Nous, RSSI, dans les entreprises, on est chargé de la protection de l'ensemble des données, qu'elles soient à caractère personnel ou pas. Or, aujourd'hui, le ou pas, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'obligation. Et souvent, c'est le cœur du savoir-faire de l'entreprise qui n'est pas nécessairement, encore une fois, une donnée à caractère personnel. Donc je pense qu'effectivement, cette homogénéisation des réglementations est quelque chose qui est important, parce qu'il va falloir traiter du coup l'ensemble des données. Et c'est très important en matière de sécurité de ne pas avoir effectivement des pans qu'on va laisser de côté, parce que... Alors en même temps, la réglementation, je pense qu'il ne faut pas non plus trop en attendre. On protège l'information d'abord parce qu'elle représente une valeur pour l'entreprise, parce qu'elle représente un savoir-faire, avant de la protéger, parce que la réglementation m'y oblige. Je pense que quand on en arrive là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché avant. La réglementation fixe au moins un agenda, parce qu'on peut avoir des bonnes résolutions. Le fait de mettre des dates d'entrée en application, de mettre des sanctions en face, a quand même le mérite de structurer la progression et l'accompagnement. Alors qu'effectivement, si on était juste dans le vœu pieux de la presque incantatoire de dire il faut le faire, ça avancerait moins. En tout cas, voilà, c'est quand même le mérite de la réglementation. Et de sensibiliser l'ensemble des entreprises, parce que effectivement, dans un grand groupe, il y a des équipes dédiées à ces volets-là. Dans une PME, parfois, le risque cyber reste quelque chose encore très peu identifiable. Et puis, on le sait très bien, ce sont le genre d'attaques qui vont toucher le voisin, mais pas soi-même. Donc, ces réglementations et ces sanctions ont le mérite au moins de mettre tout le monde en ordre de marche, et puis de définir les principes de bonnes pratiques à mettre en place aussi.
tout cas, on le voit bien, on le dit depuis le début, effectivement, ce qui est important, c'est vraiment de concilier l'agilité et la sécurité, ce qui n'est pas forcément évident, mais on l'a vu en discutant avec vous, ça doit être possible et on va plutôt dans cette voie et tant mieux. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. J'espère que cette émission vous aura permis, je le crois en tout cas, d'avoir une vision globale et précise des menaces qui pèsent sur les entreprises en matière de cybersécurité et surtout des solutions pour les contrer, on en a évoqué plusieurs. Nous nous retrouverons quant à nous très très vite pour un nouveau numéro de Diagonale pour nous intéresser à une autre facette de la transformation digitale, puisque c'est le but de cette émission. Alors à bientôt donc, et n'oubliez pas que votre meilleur outil finalement pour gérer votre sécurité, on l'a un petit peu dit aussi, ça reste comme le cerveau.